bienvenue dans notre deuxième atelier parental qui va parler aujourd'hui du corps. Et oui, le corps de nos enfants, quelle machine précieuse! Que de changements en si peu de temps et que de choses peuvent se passer à travers ce corps. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va parler un petit peu de comment notre enfant évolue dans son corps, bien sûr. On va essayer de se souvenir quand ça nous est arrivé et que ça nous arrive encore, n'est-ce pas? On va aussi réfléchir à comment accompagner notre enfant dans la protection de son corps, ne serait-ce que par les bonnes habitudes. Et puis, je garderai peut-être quelques minutes sur l'appropriation du corps, et, même si je ne le mets pas dans mon diapositive, mais plus pour en parler de manière libre. Et peut-être que ça pourrait être un très bon sujet de conversation lorsque on se verra pour notre rencontre en personne. Donc, nous allons tout de suite aborder la notion du corps chez nos enfants et son évolution un petit peu tout au long de la vie. Alors, allons-y. Donc, quand on parle du corps, on parle souvent de la santé. Puis la santé chez nos enfants, c'est quelque chose, hein. Si vous avez des tout petits, des bébés, ou même si vous avez des grands, en tout cas, vous devez bien vous souvenir de toutes ces maladies infantiles, surtout quand ils démarrent la collectivité, le service de garde ou chez une garde familiale, ou en tout cas, dès qu'il est en contact avec d'autres enfants ou d'autres personnes, eh bien, il a comme la bonne idée d'aller récolter toutes les petites bactéries et les virus qui circulent tout autour. Alors, la santé de son enfant, c'est pratiquement notre préoccupation première dans les premières années de la vie de l'enfant, jusqu'à ce qu'il bâtisse vraiment ses anticorps, puis que nous, on apprenne un petit peu à se distancer, qu'un nez il coule, il va peut-être pas finir à l'hôpital, et qu'on va un petit peu baisser en pression. Mais au début, on baisse pas en pression, au contraire, on monte en pression à chaque petite maladie jusqu'à comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, et parce que n'oubliez pas que c'est notre enfant qui nous apprend à être parent. Alors ça prend un peu de temps. Donc la question habituelle qu'on se pose, c'est est-ce que notre enfant est en bonne santé? Santé physique, bien sûr, mais on pourrait se penser aussi à la santé mentale. Alors, il faut savoir qu'un enfant, à partir du moment où il a une croissance régulière, qu'il prenne quelques centimètres chaque année, qu'il prenne 1, 2, 3 kilos chaque année, etc., c'est que généralement, il ne va pas si mal que ça. La croissance, c'est vraiment ce qui est le plus révélateur dans la santé de son enfant. Il peut être fragile, mais continuer de grandir, donc ça veut dire qu'il va quand même relativement bien. Évidemment, un enfant, quand il est en santé, c'est qu'il est fort. Bon, pas fort biscotto, hein, fort dans le sens où il est capable de lutter contre les virus qu'il attrapera, parce qu'il en attrapera de toute façon. Un enfant en santé aussi, c'est un enfant qui est très éveillé. Il explore, il a envie, il a de la curiosité, il a envie de toucher, de goûter, de tout tester. C'est un enfant qui a envie de découvrir véritablement le monde qui l'entoure. Ça, c'est une belle santé mentale, quand on voit qu'un enfant est dans ce cheminement-là. Mais s'il ne l'est pas complètement, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas en santé. Cela veut dire qu'il peut être aussi différent des autres. Chaque enfant est unique. Il faut qu'on apprenne comment fonctionne notre enfant. On pense savoir comment il fonctionne, hein, mais je vous assure qu'il va vous étonner tout au long de votre vie, votre enfant, et vous apprendre quelque chose de nouveau. Donc, il faut vraiment l'observer constamment et être en interaction avec lui pour comprendre comment il fonctionne. Il a vraiment une entité propre à lui. Il a forgé sa propre construction identitaire. Il ressemble qu'à lui-même, même s'il a un peu de papa, un peu de maman bis, un peu de papa bis, un peu de grand-papa, grand-maman, etc. Cela n'empêche qu'il est lui-même. Donc, on peut se poser plein de questions et des questions où on s'inquiète, c'est légitime. C'est tout simplement notre lien d'attachement extraordinaire qu'on a avec lui. Mais pour autant, on ne peut pas comparer deux enfants qui ont le même âge. Ils vont peut-être pas du tout se développer de la même manière. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de se dire que notre enfant, tant qu'il grandit, globalement, qu'il a l'air éveillé, tout va bien. Alors, pour l'aider à grandir le plus harmonieusement possible, on essaye de lui donner des bonnes habitudes, bien sûr. Puis là, ça reste des conseils. Puis ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour l'ensemble des enfants. Comme je vous ai dit, ils sont uniques. Donc, ça reste des choses très générales sur lesquelles on va discuter aujourd'hui. C'est juste pour vous donner une idée.
Alors, la première chose, c'est essayer de garder son enfant le plus actif possible, parce qu'un enfant qui bouge, bah, c'est un enfant qui fait du bien à son corps, qui remue, qui se construit, qui se muscle, qui s'assouplit aussi. Et c'est pas qu'une histoire de poids. Et puis, c'est surtout que c'est quelque chose qui est naturel chez l'enfant. Même un enfant calme a besoin de bouger. Un enfant calme, on lui ouvre la porte de l'extérieur, on lui dit, tu peux aller au jeu là-bas au toboggan. Il ira en marchant peut-être pas souvent. La plupart du temps, il va y aller en courant. S'il est resté enfermé pour quelques heures à l'intérieur d'une maison, on ouvre la porte de l'extérieur. C'est comme tout le monde qui court. Et c'est parti. C'est un besoin inné que de bouger. Même nous, adultes. Hein. On l'a un peu oublié, mais même nous, adultes. À la base, on vivait dehors. Donc même nous, on aurait besoin de bouger vraiment quotidiennement. Donc essayez toujours de penser à avoir une activité qui bouge, une activité physique. C'est pas forcément un sport. Ça peut simplement être des petits jeux. Ça peut être une petite promenade ou quelque chose, mais l'amener vraiment dans les jeux extérieurs le plus possible, mais d'avoir quelque chose qui bouge. Essayez d'être actif avec lui parce que comme on l'avait vu dans le premier atelier, vous êtes des modèles. Puis c'est tellement important d'être des modèles. Donc être des modèles, ça veut dire que quand vous allez faire une promenade avec lui, eh bien vous êtes avec lui. Vous ne le laissez pas forcément tout faire tout seul, vous lui imposez pas des choses sans montrer que vous aussi, vous êtes capable de le faire. Et évidemment, la phrase habituelle, ritournelle, qui est « attention aux écrans ». C'est de la sédentarité, puissance, 100 au moins. C'est vraiment, il n'y a pas plus sédentaire. Alors, il n'y a rien de mauvais dans les écrans en soi, parce que on apprend plein de choses, on peut se divertir, ça fait du bien, on se relaxe, ça nous permet de nous évader par moments. Tout le monde regarde un film. Par contre, c'est juste de ne pas le faire pendant des heures et des heures et des heures, particulièrement chez les plus jeunes enfants et encore plus chez les moins de 2 ans qui ne devraient même pas avoir accès à un écran, en fait. Mais ce n'est pas évident parce que notre monde actuel est rempli d'écrans. Donc, on ne va pas non plus se culpabiliser si notre enfant a pris notre téléphone et est en train de regarder quelque chose ou si nous, on met notre enfant devant un écran parce qu'on est en train de cuisiner et que c'est une babysitter quand même bien agréable. Et comme je l'ai dit dans le premier atelier, il faut penser à soi aussi. Mais on va essayer de limiter, d'essayer de favoriser d'autres types de jeux pour que notre enfant ne soit pas constamment devant la télé. Donc, c'est quelque chose à travailler, à penser, mais sans se mettre non plus une pression horrible. L'alimentation, ça c'est un peu aussi quelque chose d'important. Même chose, on vit dans des sociétés où les aliments transformés prennent beaucoup de place, surtout parce que la vie est de plus en plus rapide, parce qu'on doit courir partout. Alors, c'est tellement plus facile de prendre, je ne sais pas, une poêlée toute prête surgelée ou de mettre une pizza au four. Tout le monde le fait. Je le fais. C'est comme normal parce qu'à un moment donné, il faut faire comme je vous ai dit la dernière fois. Il faut lister les priorités. Puis, est-ce qu'il vaut mieux aller s'effondrer dans la cuisine, on n'a plus d'énergie, on fait un méga repas, mais on est mort, et du coup, on passe plus du tout de temps avec notre enfant, mais il mangera bien? Ou est-ce que ça vaut le coup des fois de mettre une bonne pizza au four, faire une bonne salade verte à côté, sortir quelques yaourts, mais passer du temps ensemble? Deux poids, deux mesures, hein? Tout ça, ça s'équilibre dans la balance, dans votre balance, et ça vous appartient, cette balance-là. Chaque balance sera différente. C'est comme les enfants, tout est unique. Alors, une chose importante, c'est que votre enfant, il y a 2 choses. La première, c'est vous qui décidez ce que vous lui proposez comme nourriture. Vous lui proposez des aliments. Alors, vous pouvez lui proposer du riz, des haricots verts et des lamelles de poulet. Et puis, à boire. Vous lui proposez aussi où manger. On va manger dans la cuisine. Puis, à peu près quel moment? Là, c'est 12h30, ça va être l'heure pour tout le monde d'avoir son repas du midi. On se réunit, le repas est prêt, on mange ensemble. Par contre, l'enfant décidera toujours s'il veut manger. Il peut décider qu'il n'a pas faim. Soit il le décide parce que ça ne lui plaît pas, soit il le décide parce qu'il n'a réellement pas faim, parce qu'il a mangé juste avant et que ça ne l'intéresse pas de manger maintenant. Alors si on le force, qu'est-ce qu'on va voir? Un enfant qui va avoir l'alimentation qui va rester bloquée en haut de l'œsophage et il va s'en écœurer. Et là, on crée une drôle de relation avec l'alimentation à ce moment-là.
Faut savoir qu'un enfant, généralement, il ne se laisse pas mourir de faim, hein, il mangera. No matter what, il mangera. Autre chose aussi, c'est respecter, véritablement, que votre enfant a peut-être un petit appétit. Puis c'est peut-être pas un enfant qui a besoin de manger des énormes portions. Peut-être qu'il a besoin de manger des petites portions très régulièrement. C'est correct aussi. Même si on dit dans les règles communes qu'un enfant doit manger un petit déjeuner, éventuellement avoir une petite collation, un repas de midi, une petite collation et un dîner, mais peut-être que votre enfant va avoir un petit déjeuner, 2 collations dans la matinée avant d'avoir son repas de midi, parce que c'est des petites portions qu'il mange, mais il a besoin de manger fréquemment. Pour vous donner un exemple, moi j'ai les 2 cas de figure chez moi. J'ai un garçon qui mange très fréquemment. Bah, pas des petites portions par contre, mais bon, très fréquemment. C'est un grand sportif, mais il a besoin de fractionner ses repas pour ne pas non plus être trop lourd, surtout avant un entraînement. Donc lui, il a besoin de manger tout le temps, quasiment. Puis j'ai ma fille qui va manger en conséquence, mais sur des temps beaucoup plus déterminés et avec des amplitudes horaires plus longues entre chaque repas. À partir du moment où j'ai vraiment découvert ça, j'ai réadapté. Alors, ça fait un peu bizarre des fois dans nos repas parce que tout le monde ne mange pas à la même heure, parce qu'on a tous des rythmes différents, mais c'est aussi respecter le rythme. Par contre, on reste ensemble malgré tout, même si on ne mange pas ou qu'on picore. C'est un peu bizarre, mais c'était aussi pour respecter les effets biologiques et physiologiques de chaque enfant, c'est important. Vous, ce que vous pouvez offrir, par contre, c'est la diversité alimentaire, tout le temps, le plus possible. Un enfant a besoin d'essayer au moins une dizaine de fois avant d'aimer quelque chose, hein. Donc, continuez, persévérez. C'est pas parce que votre enfant a dit non à un avocat un jour qu'il va dire non pour toujours. Il faut continuer, persévérer à proposer des avocats ou n'importe quoi d'autre. Et en plus, il voit comment vous mangez. Alors, quand vous-même, vous mangez des avocats régulièrement, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va vraiment le titiller, puis il aura envie d'essayer un peu plus que ça. Autre chose très importante, le sommeil. On passe d'un bébé qui voulait pas dormir, qui se réveillait très fréquemment parce qu'il avait besoin de manger, qui n'avait pas forcément envie d'être séparé de vous, et donc qui allait lutter de toutes ses forces pour pas dormir, à des adolescents qui dorment. Puis eux, on lutte de toutes nos forces pour les réveiller. Alors, vous voyez qu'en plusieurs années de vie comme ça, on a des changements au niveau du sommeil très importants. Mais il faut savoir que la plupart des enfants ont besoin entre 10 et 14 heures de sommeil par nuit. Donc ça peut englober bien sûr la nuit et les siestes en journée. Il y a des adolescents qui ont besoin de sieste et c'est correct aussi. Ça, même si c'est que 30 minutes, c'est même d'ailleurs très bien que ce ne soit pas plus. Alors, au niveau des bébés très jeunes, les nouveau-nés, et puis les premiers mois de la vie, oui, effectivement, ils dorment sur des courtes périodes. C'est souvent l'équivalent d'un cycle d'une heure et demie. Ils se réveillent, ça reprend un cycle pour se rendormir, ainsi de suite. Fatigant pour vous aussi. Mais il a quand même besoin de dormir et d'avoir vraiment des siestes régulières. Maintenant, il y a des enfants, des nouveau-nés qui peuvent dormir 14 heures en tout, puis d'autres, ils auront besoin que 9 heures. C'est physiologique, vous ne pourrez pas y faire. Même si vous le forcez à dormir, il dormira peut-être pas, parce qu'il n'en a pas besoin. Ça dépend. Alors, des fois, c'est jackpot, on a le bébé qui dort, puis des fois, c'est un peu moins jackpot, on a le bébé qui aime s'amuser. Et puis, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, c'est très bien qu'il s'amuse aussi. Vous allez lui apprendre l'autonomie de jouer seul. Mais votre enfant, en tout cas, a quand même besoin de dormir. Même si c'est qu'un petit dormeur avec 9 heures, il aura quand même besoin de dormir parce que son corps se régénère. Comme je vous ai écrit, ça sert à recharger les batteries. Ça sert à reformater le cerveau, libérer tout ce qui n'est pas essentiel. Le cerveau va enlever tout ça. On dit qu'il va élaguer tout ce qu'il n'a plus besoin. Donc, s'il a besoin de faire une sieste un jour, qu'il le fasse. Peut-être que le lendemain, il n'aura pas besoin. Essayez d'observer les signes du sommeil, même chez les plus âgés. Des fois, ils luttent eux aussi, puis on voit bien qu'ils ont besoin. Donc, des fois, il faut pouvoir les accompagner là-dedans. Pour instaurer un sommeil plus régulier, un rythme plus régulier et des bonnes habitudes au niveau du sommeil, le plus possible, il faut que vous soyez constant dans vos heures de coucher, dans votre rituel du coucher, constant aussi avec les siestes le plus possible, parce que ça va l'aider à être rassuré et donc de se laisser aller plus facilement dans le dodo, du coup.
dans la journée, même si votre enfant ne fait pas de sieste, accordez toujours un temps pour qu'il aille se reposer. Je vais vous donner un exemple pour les services de garde. Dans la réglementation des services de garde, il n'est pas demandé que l'enfant dorme. Il est demandé que l'enfant se repose en début d'après-midi pour au moins 30 minutes. Parce qu'on se rend compte qu'après avoir passé toute une matinée d'activité, plus un repas, donc avec beaucoup d'énergie, bien l'enfant, pour poursuivre sa journée, continuer ses découvertes la plus agréablement possible, a besoin de se reposer. Ça prend au moins 30 minutes, même s'il ne dort pas. Donc, on reste toujours constant dans les heures où il va aller se reposer. On peut lui proposer une activité très calme ou un livre, et puis tout le monde va se reposer. Donc, ça, c'est important. Et même nous, en tant qu'adultes, on se rend compte que petite sieste de 20 minutes après le repas de midi, ça ne fait pas de mal. Une autre chose aussi, c'est la propreté. La propreté, c'est l'allié santé. La propreté excessive, c'est pas forcément très bon non plus, mais la propreté en général est importante. Et la propreté la plus importante qu'on peut avoir, c'est le lavage des mains. Leur apprendre à se laver les mains, la paume, entre les doigts, le dessus, bien rincer, bien savonner avant, etc. C'est essentiel. Le lavage des mains, on essaie de leur apprendre le rituel, de le faire le plus souvent possible, comme avant de manger, après les toilettes, quand on s'est mouché, quand on joue dehors et qu'on rentre, quand on touche des animaux, quand on a plein de contacts avec les autres enfants, etc., etc., ou quand on éternue aussi. Tout ça, c'est très important de pouvoir démontrer à l'enfant comment bien se laver les mains et à quel moment le faire. Ça peut énormément aider, surtout dans la saison hivernale où il y a tous les virus absolument horribles qui traînent et qui se propagent très rapidement. Alors, il se peut que des fois, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on doit demander de l'aide? Est-ce qu'on doit contacter le docteur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez vraiment pas rigoler. Puis là, oui, demandez de l'aide, 100%. Parce que oui, ça peut être grave. Quand l'enfant vomit très souvent, c'est pas forcément qu'une gastro, il y a peut-être autre chose là-dedans. Peut-être quand il vomit plus de 2 fois en 2 heures, qu'il vomit, là, hein, que ça en arrive qu'il n'y a plus que de l'eau. Quand il fait des fortes fièvres, c'est-à-dire plus que 38,5, en plus des vomissements. Quand il est très somnolent, alors que vous avez un enfant qui est actif, puis là, vous le voyez, il est comme pas très à fond, qui veut plus manger, plus boire. Drôle de signe, là. Hein. Quand il ressent une douleur très vive et constante dans le ventre, hein, et en plus, il vomit. Ça non plus, pas bon. Quand il a des pertes de liquide, comme par exemple, à force de vomir, on voit que ses yeux se creusent énormément. Vous voyez, sous les yeux, là, on voit vraiment que ça se creuse, que sa peau, la bouche est sèche. On voit que ça se craquelle limite. Il va beaucoup moins aux toilettes ou que son urine est vraiment jaune foncé. On voit que là, il ne s'est pas hydraté, elle n'est pas claire du tout. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles vous devez absolument consulter un médecin pour votre enfant. Évidemment, dans tout ça, dans la perte des fluides, il y a la diarrhée. Ce sont des symptômes qui peuvent être graves et qui peuvent surtout s'aggraver très vite. Même si au début, c'est espacé, ça peut s'aggraver très vite. La déshydratation chez les jeunes enfants est tellement rapide. Donc, il faut être très, très vigilant avec tout ça. Alors, quand on se pose toutes ces questions-là, eh bien, il faut savoir que le fait de se poser des questions, c'est vraiment accepter que personne n'est parfait. Rappelons-nous le nom de l'atelier, hein, qu'il n'y a personne parfait. Et se poser des questions, ce n'est pas reconnaître qu'on ne sait rien. C'est au contraire reconnaître qu'on s'inquiète de son enfant et qu'on veut s'assurer qu'il aille bien. Puis ça, c'est notre premier rôle en tant que parent. Donc oui, ça en vaut la peine de se poser plein de questions. Ça en vaut la peine aussi d'obtenir des réponses parce que vivre dans l'inquiétude, ça ne sert à rien du tout. Puis votre enfant va le ressentir en plus. Donc autant aller se renseigner auprès d'un médecin, de psychologue quand on a des questions sur la santé mentale. Cependant, une chose, ayez confiance en vous. Il y a beaucoup de parents qui se posent tellement de questions puis qui ils veulent tout le temps être assurés par des experts alors qu'ils les savaient, ces réponses-là. Le parent a comme un don extraordinaire, inné, c'est qu'il a la plupart du temps un bon jugement. Puis souvent, de toute façon, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant.
Et quand vous voyez votre enfant, il est un petit peu pas très en forme, tout de suite, vous allez avoir comme une petite ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête. Vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui se passe d'inhabituel. Vous pouvez le deviner. Alors que tous les autres qui vont l'entourer, les éducateurs du service de garde, les enseignants ou les coachs sportifs, vont vous dire non, ça va, c'est correct. Mais vous, vous savez. Fiez-vous à votre jugement. C'est très important. Fiez-vous à votre jugement parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous pouvez ressentir que personne d'autre ne ressentir. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez vous écouter. Après, à vous de clarifier tout ça, savoir si c'est trop de stress, trop d'anxiété qui génère toutes ces choses-là au fond de vous, ou est-ce que c'est vraiment votre conviction parce que vous connaissez votre enfant et que vous l'avez tellement observé que vous savez. Donc voilà un petit peu pour l'atelier d'aujourd'hui sur le corps, la santé mentale. Avant qu'on parle vite fait de l'appropriation du corps et le respect du corps chez l'enfant, qui va durer juste 2 minutes, je veux simplement vous signifier que donc notre prochain atelier, c'est sur le développement de l'enfant, mais ce n'est pas tant son développement global, ça va être surtout son développement socio-émotionnel. Gestion des émotions, gestion de la relation avec ses pairs et avec les autres adultes. Donc ça sera pour notre atelier numéro 3. Par rapport à l'appropriation du corps, c'est très important de savoir, de faire comprendre à l'enfant que son corps lui appartient. Il est à lui, que personne n'a droit de le toucher, mis à part lui. Que ses parents peuvent, oui, le docteur peut, mais il faut expliquer, il faut qu'on explique nous. Puis à un moment donné, il faut arrêter. Quand l'enfant sort des couches, quand l'enfant commence à être propre par lui-même, on essaie de lui apprendre à prendre sa douche par lui-même et nous, on supervise. On essaie de se détacher le plus vite possible tous les gestes où on doit être autour de ses parties intimes. Parce qu'il va être capable de le faire et ça va l'aider à apprendre à respecter son corps pour qu'il puisse se préparer, malheureusement, à des choses plus graves dans la vie. Donc l'appropriation du corps, ça fait partie de notre rôle de parent, de lui apprendre qu'est-ce qui relève de ce qui lui appartient, de sa responsabilité. Alors oui, évidemment, s'il ne va pas bien, s'il est malade et qu'un médecin touche des parties de son corps, bien sûr, vous lui expliquez que là, oui, c'est pour toi, c'est pour ta santé, c'est important. Mais peut-être qu'un jour, votre enfant vous dira qu'une personne a touché telle ou telle partie de son corps. Et parce que vous lui aurez appris que ça, c'est quelque chose qui est interdit, parce que son corps lui appartient, qu'on lui demande son consentement avant de lui toucher son corps, eh bien, il pourra vous dire, cette personne a fait ça. Et vous pourrez réagir et le protéger tout de suite en conséquence. Donc, vous lui apprenez finalement un mécanisme de défense de certaines atrocités de la vie. C'est ainsi. On ne peut pas les cacher sous prétexte que c'est un enfant. On doit l'outiller au contraire, sans l'alarmer, parce que la vie est belle, mais on doit l'outiller. Donc, c'est une manière de l'outiller. Donc, on lui apprend à s'approprier son corps. Quand il est petit, les massages aident beaucoup pour qu'il prenne conscience de chaque partie de son corps. Puis petit à petit, nous aussi, on va sortir un petit peu de sa sphère privée de son corps, apprendre à toquer aux portes pour nos ados, ne pas rentrer dans la salle de bain s'il est sous la douche, surtout quand c'est le sexe opposé, ou alors c'est avec sa permission si on veut poser quelque chose mais pas montrer, pas voir. Apprendre ce qu'il va lui apprendre à faire sa toilette seul, sans nous, surtout au niveau des parties intimes, lui montrer comment on fait pour que toutes ces parties restent propres et sans que nous, on ait besoin de vérifier, et ainsi de suite. Donc, ça fait partie des apprentissages sur lesquels on glisse doucement. Puis on pourra tout à fait en reparler si vous le souhaitez. J'adorerais avoir vos opinions par rapport à ça. Alors voilà pour notre second atelier de la série Il n'y a personne de parfait. Et je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.